Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où l'Organisation des Nations Unies, notre dispositif pensé et conçu pour le maintien de la paix et de la concorde dans l'humanité, ouvre la 80e session ordinaire de son Assemblée générale, la République démocratique du Congo, mon pays, a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. À l'instar de celui organisé à Genève, l'événement parallèle de ce jour se veut être un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité et engager contre tout déni de ces valeurs fondamentales. Il est indéniable que depuis plus de 3 décennies, et ce ne serait jamais trop de le rappeler à chaque occasion, à chaque conscience, nos populations payent un tribut humain insoutenable. Familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité pour permettre l'implantation de populations étrangères qui héritent illégalement de leurs terres, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Chef de l'État, nous allons continuer avec la suite du programme que vous avez. Sur le programme, dans les déclarations inaugurales, nous avons 4 présentateurs. Nous sommes désolés de vous informer qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Il y a le professeur, Monsieur Chaloka et Eric Adams, qui est le maire de New York. Nous allons, sans plus tarder, je vais inviter Madame Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui va nous parler des violences sexuelles liées au conflit et construction d'une paix durable en RDC. Madame. Avec elle, tous les rapports qui viennent directement du terrain des affres. Président de la République, distinguée Première Dame, distingués participants, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui.
Le 5 septembre, à l'issue de ses travaux entre mars et août 2025, la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu a rendu son rapport. Et il a établi que les violences sexuelles ont atteint un niveau d'une ampleur sans précédent, tant dans leur nombre que dans leur nature, par les groupes armés et dans une totale impunité. Les violences sexuelles ont eu lieu principalement sous forme de viols collectifs. Les cas impliquant des enfants ont triplé en un mois. Même si l'accès à Goma lui a été refusé par le commandement du M23, ce qui l'a empêché de visiter les zones contrôlées par ce groupe, la mission a vérifié plusieurs cas de violences sexuelles perpétrés par le M23. Des victimes violées ou violées collectivement chez elles avec leur mère, fille ou sœur. Des filles enlevées et détenues, parfois pendant des semaines, dans des résidences et des hôtels occupés par des membres du M23, où elles ont été soumises à des viols et autres abus de manière répétée. Des viols collectifs des femmes, des hommes, des garçons et des personnes LGBT dans des résidences privées et centres de détention improvisés du M23, ou encore des viols correctifs. Ces actes ont été répétés sur de longues périodes, souvent accompagnés d'autres actes de torture et mauvais traitements physiques et psychologiques, avec l'intention manifeste de dégrader, de punir et de briser la dignité des victimes. Le dernier rapport annuel du secrétaire général pour la période janvier à décembre 2024 et préparé par mon bureau a aussi confirmé que les groupes armés ont utilisé la violence sexuelle comme tactique pour affirmer leur contrôle sur le territoire et les ressources naturelles. Lors d'une récente visite à Kinshasa pour appuyer les initiatives nationales en matière du droit à la réparation, les prestataires de services de santé m'ont rapporté avoir traité 26 000 cas de violences sexuelles au nord et sud Kivu de janvier à juin 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réalité poignante exige une action urgente et déterminée. Avec tout ce cycle infernal de violence, il importe de poser quelques questions. Que pouvons-nous dire à ces multiples survivantes qui se voient refuser l'accès aux cliniques en raison d'un manque de soins de base et de rupture totale de PEPKIT? Alors que les besoins augmentent, le financement de l'aide vitale est réduit, ce qui met le secteur humanitaire à rude épreuve. Pouvons-nous rester insensibles, sachant que depuis le premier trimestre de cette année, un enfant est violé chaque demi-heure? On se demande pourquoi une telle indifférence. Comment pouvons-nous accepter que les femmes et les filles, souvent déplacées et plusieurs fois, aient à se prostituer pour survivre en vue de l'insécurité alimentaire aiguë? Peut-on oublier ou ignorer cette nuit d'horreur du 27 janvier 2025, où lors de l'attaque de la ville de Goma par les M23, 160 femmes ont été violées par les prisonniers hommes, puis laissées en proie aux flammes, brûlées vives dans leurs cellules de la prison de Musanze en toute impunité. On parle de survivantes, mais on oublie que nombreuses sont celles qui ne survivent pas. Des cas de femmes tuées après un viol avec une cruauté incompréhensible ont aussi été recensés. Je voudrais saluer le gouvernement qui, face à tous ces défis, continue d'amplifier ses efforts et a récemment actualisé les plans d'action nationaux des FARDC et de la PNC sur la lutte contre les violences sexuelles. Ces efforts viennent s'ajouter au travail important de la justice militaire et les initiatives nationales des réparations aux survivantes des violences sexuelles. Hélas, les cycles des violences à répétition fragilisent ces efforts, sinon les réduisent à néant. Excellences, la manière dont nous affrontons cette crise est le véritable test de notre détermination. Nous ne pouvons pas nous contenter de prononcer des paroles de condamnation, alors que les survivantes manquent de soutien pour continuer leur vie.
Des milliers sont privés d'accès aux soins médicaux, aux soins psychosociaux, au logement et aux recours juridiques. Elle paie le prix de l'impunité. Elle mérite plus que des promesses. Elle mérite protection, assistance, justice et réparation et un avenir sans peur. Pour qu'elle puisse avoir la paix et la tranquillité d'esprit, des services rapides et adaptés doivent les atteindre rapidement et à grande échelle. Il est urgent d'accélérer le paiement des réparations aux survivants et de les associer à ce processus. La justice transitionnelle doit aussi se développer en complémentarité avec la justice pénale, dont les mérites sont indéniables, et doit inclure des mécanismes de recherche de la vérité, de préservation de la mémoire, ainsi que de prévention et de la répétition de tous les crimes, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Mon bureau, à travers l'équipe d'experts, demeure pleinement engagé à poursuivre son travail aux côtés des autorités judiciaires et des acteurs de la chaîne pénale. Mesdames et messieurs, la route vers une paix durable en RDC passe inévitablement par l'éradication des violences sexuelles liées au conflit. Nous devons agir ensemble avec détermination et passion et compassion pour réparer les tissus déchirés par la guerre et construire un avenir où chaque Congolaise et chaque Congolais peut vivre en paix et en dignité. J'appelle au respect sans faille des efforts régionaux et internationaux de paix, y compris ceux entrepris à Washington et à Doha. L'appui de la communauté internationale, y compris l'appel urgent et répété de protéger les civils, notamment contre les violences sexuelles, tel que rappelé dans les mandats successifs de la MONUSCO, doit être maintenu. Nous devons faire taire les armes et amplifier la voix des femmes. Nous le devons non seulement aux générations futures, mais aussi aux survivantes d'aujourd'hui. Les cicatrices et les traumatismes laissés par les violences sexuelles laissent une ombre profonde. Nous devons persévérer pour apporter à toutes les personnes touchées la lumière de la guérison et de l'espoir. L'urgence d'action est maintenant à notre portée à tous. Que le corps des victimes cesse d'être un champ de bataille pour devenir un siège de paix, garantissant l'avenir à une génération qui aura retrouvé sa dignité. Je vous remercie pour votre engagement dans cette noble cause. Merci. Merci, Madame Patton. Je vais maintenant inviter Madame Ida Sawyer, directrice de la division crise, conflit et armes à Human Rights Watch, qui va nous parler de la prévention du génocide en RDC, vue des acteurs associatifs, un appel des victimes à la vérité, à la justice et à la responsabilité. Je vais également appeler le technicien parce que je crois qu'il doit remonter le micro. Oui, s'il vous plaît, Madame. Publié sur la situation humanitaire catastrophique en République démocratique du Congo. Donc, ce sont faits. Est-ce qu'on peut distribuer les instruments d'interprétation, s'il vous plaît? Merci Madame Kabamba et je tiens à remercier Son Excellence le Président Tshisekedi, la distinguée Première Dame, l'ambassadeur Mukongo et Fonarev d'avoir convoqué cette importante réunion aujourd'hui et de m'avoir invité à prendre la parole. This event is coming at a critical time for the people of Eastern Congo, and when the need for meaningful justice is as urgent as ever. Just in the past 2 months, the Ugandan-led ISIS-linked Allied Democratic Forces killed more than 40 people, including several children, with guns and machetes during a nighttime church gathering in eastern Congo's Ituri province on July 26th to 27th. Several other children were abducted and remain missing. ADF fighters later killed at least 40 people,
most of them hacked to death, at a funeral ceremony in early September. In North Kivu, the Rwanda-backed M23 armed group summarily executed at least 140 civilians. Thrown into the Rutshuru River. Weapons and ammunition from the Congolese government have harassed, threatened, and abducted and restricted access to services for members of the Banyamulenge community in Uvira and South Kivu. Small sample of what we at Human Rights Watch and others have documented recently. As has been the case for much of the past 30 years, the people of Eastern Congo are often with little clarity on who is responsible for their safety. Over 6 million people have been forced to flee their homes and are currently displaced. Many children are out of school, while women and girls face a near constant risk of sexual violence and often do not have access to emergency medical care. Despite the abundantly fertile land, Congo has one of the world's most severe food insecurity crises due to the conflict, with over 3 million people in Eastern Congo in the emergency phase of hunger. And while many local organizations are doing heroic work to try to protect and care for their most vulnerable, international funding cuts have had devastating impacts on people's access to desperately needed humanitarian aid, with only 15% of the humanitarian response plan currently funded. The M23's capture of Goma and Bukavu at the beginning of the year and its control over large parts of North and South Kivu have significantly hampered the delivery of humanitarian aid. A key factor that has allowed these cycles of violence and abuse to continue is an overwhelming culture of impunity. Despite extensive documentation efforts, including the 2010 mapping report detailing serious crimes committed across Congo between 1993 and 2003, the involvement of the International Criminal Court, prosecutions by Congolese military courts, and commitments by President Tshisekedi and Kabila before him to prioritize justice, these efforts have all fallen short. La prosecution ont plutôt par intégration dans l'armée. Government allies, funded and armed by the Congolese government. And then when they face new grievances, they often take up arms once again against the government. Many of those responsible for the massacres and other abuses that we at Human Rights Watch have documented over the past several months have long records of involvement in serious crimes. We've seen the same names coming up again and again, often as they move from one armed group to another, or as they integrate into and later defect from the Congolese army. General Baudouin Ngaruye, for example, who's reported to have commanded the M23 fighters responsible for the large-scale killings in Rutshuru this past July, is someone whose crimes my colleagues and I have been documenting since at least 2008, including the recruitment and training of hundreds of children when he was part of a previous Rwanda-backed rebellion, the CNDP,
torture, executions, and maiming, especially of women, when he was an officer in the Congolese army, and other serious violations as part of the first iteration of the M23 rebellion in 2012. Impunity for his past crimes has only fueled the abuses we're seeing now. L'abus qu'on voit maintenant. As we've seen with Baudouin Ngaruye, Pendant que nous avons vu dans cette trajectoire un autre élément clé is the continued involvement of neighboring countries and foreign actors est l'implication continue who support abuse of arms. de l'ex-Rwanda Control over Eastern Congo's lucrative mineral resources and dans la région de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Today, Rwanda's effective control over parts of Aujourd'hui, this and the M23 partie de l'Est appears to du meet the international Congo. humanitarian law standards for Oh, occupation. que We've also je embraced voudrais que le Congo puisse être restauré. standard de reconnaître internationalement que ça soit target political enemies. The stigmatization of people from these La stigmatisation des gens du Congo de l'Est, treatment of military officers as being government in Rwanda. Restrictions on the media, the targeting of restriction des médias, les journalistes activistes, increased use of illegal arbitrary arrests by l'utilisation corruption par l'intellect, and concerns about the lack of les credibility. concerns du manque de crédibilité, à changement de la Constitution. These factors appear to Tous ces facteurs law and democratic system and encourage some to take up arms. encouragent d'autres à prendre les armes. Donc, ce qui doit se passer maintenant, afin d'adresser ces défis et travailler pour envoyer la fin à ces abus, voici des recommandations. Premièrement, que le Rwanda arrête immédiatement son soutien au M26 For the Congolese government to stop et aussi que le gouvernement aussi arrête de supporter les groupes de jeunes, incluant les Rezonado et les FDN. peace. Aussi ceux-là qui supportent les différents éléments de paix. The Congolese government should Le gouvernement congolais doit en international support contrairement mettre en place des mécanismes de soutien involvement in serious human rights abuses. They should also put pouvoir arrêter faire face CDR program for members of armed groups who aren't responsible for war crimes and other serious human rights abuses. Those responsible for serious abuses should ceux-là qui sont responsables des abus doivent faire face à la justice. be trained in human rights. The Congolese government should also Le gouvernement congolais doit aussi s'assurer que les armées de force protègent les civils et aident à protéger tous les accès des biens. Congolese people first and foremost benefit from the country's natural resources and minerals. There should be a source for the Il development doit aussi avoir une source de développement, de prospérité du pays, pas seulement pour les acteurs institutionnels. restrictions on the C'est media aussi important d'arrêter la restriction aux médias and ethnic discrimination. et aussi contre la discrimination. The efforts won't be made Des efforts doivent être faits, mais des efforts ne vont pas être faits pour changer la Constitution et démontrer les prochaines élections. Pour être juste. specific steps to address the accountability gap. Maintenant, pour des Scale and étapes complexity of crimes committed pour pouvoir affecter. require a multi-layered justice response, which should ideally Demander work with the International Criminal Court, domestic prosecutions, and la prostitution domestique. Prosecution domestique. court has been investigating serious La Cour internationale de justice a investigué depuis 2004 That investigation led to cases being que les investigations ont amené à l'arrestation de 6 suspects. Human Rights Watch has repeatedly urged the ICC Les droits de l'homme to address not only the ont responsibilities demandé à non seulement adresser la responsabilité des comptes of years, but also pendant des années, mais aussi government and les military crimes in Congo des and Zambia. supérieurs gouvernements. Following a 2023 request by the Congolese government, the Lors de 2023, announced last year the renewal of the l'ONU a annoncé l'année dernière pour arrêter l'instabilité au Congo, aussi au nord du Kivu
de 2022. C'est un record pour pouvoir avancer la justice, mais il y a des limitations à ce qui peut être accompli parce que des efforts politiques sont menés pour pouvoir and those seeking justice before it, and to urge the U.S. government to revoke its sanctions regime. Nous demandons au gouvernement They should also take concrete steps such as blocking legislations that aim to minimize the effects of extraterritorial sanctions by prohibiting compliance with those sanctions in order to ensure the court can continue its critical work for justice. c'est quoi la clause Next, on domestic prosecutions. sur la These courts prosecution domestique. done important work Les Congolais, thanks to the support of the UN, civil society. grâce au support de l'ONU, Judgment il y a plus de 330 jugements qui ont été faits pour les cas internationaux au Congo. Des expertises significantes. But at the same time, these Au domestic même moment, ces efforts domestiques continuent de faire face à des défis. the results of significant Les résultats sont cannot be found une in either the ICC or domestic courts alone. What we believe is needed to fill this gap is the establishment of an internationalized justice mechanism that can complement mécanisme international de justice, courts. Such a la Cour domestique. Tous ces mécanismes, chambers ces chambres judicial system doivent être adaptés par des crimes contre l'humanité et des instances. We're very glad to see support in this direction. Nous sommes heureux de voir qu'il y a un soutien du gouvernement congolais et de l'ICC Stakeholders. We believe it's important to keep in mind some guiding principles. pour les principes religieux. Christians should build on the expertise and experience that's already been acquired and complement and add to the work of domestic courts and L'aide aux cours domestiques actors and representatives of victims et les représentants des victimes discussions as this new mechanism. et des discussions afin pendant que les mécanismes sont établis, incluant ceux-là qui ont été faits pendant plusieurs années. Thank you. Merci. Qu'est-ce qu'il raconte? Thank you, Ms. Sawyer. Comme Madame Sawyer a fait sa présentation en anglais, et je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de problème avec ça, j'ai une petite question pour le président. En 2023, février 2023, j'étais à Cape Town où j'ai assisté à la conférence minière. Et le président, avant de commencer son discours, il a parlé en anglais. Il a dit, my English is not very good. Mais soon it will be good. Maintenant, je demande au président, après 2 ans, how is your English? I think it's good. Yeah, right? Thank you. Maintenant, je vais passer le micro à mon co-modérateur, Monsieur John Victor Nkolo, et je suis honorée d'avoir été à votre service. Merci. Démocratique du Congo, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Jean-Victor Nkolo et j'ai le privilège et l'honneur d'être ici aujourd'hui et de prendre la suite de ma sœur Margaret Kabamba. Et j'aurai beaucoup de peine à exceller dans son art. Nous allons, pour des questions de temps, devoir prier tous ceux qui attendaient de visionner
la vidéo sur le Génocost, de se retrouver sur les plateformes des institutions qui ont été impliquées dans l'organisation de cet important événement, car nous n'aurons malheureusement pas le temps ici d'en faire la projection. Nous allons donc ouvrir très rapidement le panel de haut niveau. Et sans plus attendre, je vous prie d'écouter avec la plus grande attention quelqu'un de très important qui va nous parler des faits. Dans notre métier de la communication, il y a le commentaire et les faits. Et ici, le professeur Isidore Ndaiwel va évoquer l'histoire des massacres et aperçu de la cartographie des faits génocidaires en RDC de 1993 à nos jours. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir le professeur Isidore Ndaiwel. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes respectueux hommages déférents. Excellences, Madame la distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. La République démocratique du Congo, le Congo de Lumumba, a connu dans son histoire deux grandes périodes de massacres de populations à grande échelle. Il s'agit des périodes correspondant chaque fois à l'impératif de grande exploitation de ses ressources naturelles. La première est celle bien connue de la fin du XIXe siècle. À la suite de la découverte du pneu gonflable, le régime léopoldien avait décrété en son temps une grande campagne de récolte du caoutchouc, en fermant totalement les yeux sur les modalités concrètes de cette opération sur terrain. Ainsi, pendant une vingtaine d'années, pour maximiser la production du caoutchouc, les populations du centre du Congo ont-elles vécu un régime de terreur, soumises à des cruautés de type bestial, allant jusqu'à des incendies de villages, des séquestrations des femmes et d'enfants ou des supplices de mutilation des mains. La seconde grande période est celle de la fin du XXe siècle. Elle s'étale encore sous nos yeux, caractérisée par l'exploitation sauvage des ressources naturelles dans l'est du Congo. Une nouvelle conjoncture mondiale s'était en effet imposée dès la fin de la guerre froide. Le primat de l'économie avait transformé le monde en un champ d'action privilégié pour les sociétés multinationales, avec pour conséquence l'affaiblissement des frontières et celui du droit international. C'est dans ce contexte que l'Est du Congo est devenu une cible privilégiée, objet de la ruée mondiale vers des minerais stratégiques en cette ère de l'expansion de la téléphonie cellulaire, de l'engouement pour les véhicules électriques et de la résurgence des conflits mondiaux entre empires. À la fin du XXe siècle, l'agenda politique des pays des Grands Lacs en proie à des crises de démocratisation a constitué une conjoncture favorable. Le possible recyclage du régime de Mobutu était banni. Mais en Ouganda, une nouvelle dynamique politique était en place avec l'avènement de Yoweri Museveni
en janvier 1986 à la tête du pays. Le Rwanda, ciblé comme porte d'entrée au Congo, était soumis alors à l'effervescence d'une opposition politique dont les assises se trouvaient précisément en Ouganda. Cette opposition avait été identifiée comme capable de servir d'intermédiaire dans ce projet d'exploitation. Mais le soutien à cette dernière revenait inévitablement à prendre position dans un affrontement ethnique séculaire en faveur des Tutsis exilés contre les Hutus au pouvoir. Pour la petite histoire, rappelons ici que depuis le 1er novembre 1959, le Congo avait abrité massivement ces mêmes réfugiés Tutsis. Pendant 35 ans, de 1959 à 1994, ils ont fonctionné dans les institutions politiques, économiques et sociales du pays avant le grand changement qui allait intervenir en 1994, où les réfugiés Tutsis vont être remplacés par des réfugiés Hutus. La conquête militaire du Rwanda par cette opposition en exil a duré exactement 4 ans, de août 1990 à juillet 1994. Quant à la conquête de l'ancien Zaïre, suspecté d'être l'allié du régime Habyarimana et entamée en 1996, elle a laissé tirer dans le temps jusqu'à ce jour. Car la pression internationale d'essence commerciale était venue attiser et conforter une autre ambition. L'ambition séculaire du Rwanda de s'emparer des territoires de l'Est du Congo, particulièrement du Grand Kivu, pour y déployer ses excédents démographiques. Cette pratique avait été entamée en 1927 pour soutenir l'industrie congolaise naissante par une main-d'œuvre rwando-burundaise affectée alors dans le Grand Kivu, l'Ituri et le Katanga. Le mouvement avait été accentué à partir de 1948 par le peuplement massif du Nord Kivu par les immigrés rwandais pour des raisons humanitaires. Ainsi, l'enjeu contemporain de faire main basse sur les minerais stratégiques se doubla de celui de la conquête des espaces. Voilà pourquoi les inévitables violences barbares de l'exploitation des ressources naturelles sont-elles accompagnées d'une opération de destruction des populations autochtones pour réduire leur nombre, pour compromettre leur reproduction et dans l'immédiat pour les obliger à quitter leurs terres et les rendre disponibles pour d'autres occupations. Et c'est ici que réside l'intention génocidaire d'éliminer une espèce humaine se trouvant sur les terres convoitées au profit d'une autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme on peut le constater, ce second temps de massacre est plus grave que le précédent par sa durée, qui dépasse déjà les 30 ans. Il est encore toujours en cours et il vient d'être consommé entièrement le premier quart du XXIe siècle. Il est plus meurtrier aussi par le degré de cruauté qui l'accompagne, mais aussi par leur étendue sur les 4 provinces les plus peuplées du pays, le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, avec ramification sur une demi-douzaine d'autres provinces limitrophes. Visiblement, la stratégie adoptée est multiforme. Il s'agit de l'élimination systématique des notables, chefs coutumiers, pasteurs,
évêques, pour priver les populations concernées des points de repère. Il s'agit de la destruction de cette population à grande échelle, y compris de manière artisanale, à la machette ou à la houe. Il s'agit de la combinaison de ces massacres avec des tortures afin d'amener les populations concernées à abandonner massivement leurs habitations et à fuir. Il s'agit de la multiplication des blessures psychologiques par des spectacles de terreur insupportables parce que contre nature. Il s'agit enfin de l'utilisation systématique du viol comme arme de destruction massive, y compris le viol des fillettes, de bébés ou de femmes âgées. Par contamination ou sur commande, ces recettes ignobles ont été adoptées par des intermédiaires ou des complices locaux qui les reproduisent dans le cadre des groupes armés. De là se réalise peu à peu une sorte de pédagogie de la violence à base de cruautés inédites qui envahit l'ensemble du pays, y compris les provinces de l'Ouest et du Centre. En complément du contenu du rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies sur la décennie 1993-2003, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entreprise du FONAREV, a réalisé un début d'inventaire des massacres de population et des atrocités commises à partir de 2003 dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema, de Tanganyika, du Haut-Katanga, du Kasaï central, du Sud-Ubangi et de Kinshasa. Le résultat est terrifiant. 2039 cas ont été identifiés et documentés sur le terrain. Parmi ceux-ci, 1555 ont été certifiés et qualifiés. Sur ces 150, Siavar, le ministre des Droits humains et tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Le monde a du mal à reconnaître les génocides au Congo. Pourquoi? C'est une question qu'on pose et c'est une question qui doit trouver une réponse un jour. Pourtant, il y a tellement d'écrits, il y a tellement de rapports qui existent et qui attestent des faits réels de ces atrocités, dont les rapports des Nations Unies, par exemple, sur la RDC, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, les rapports du projet Mapping et les différents livres blancs publiés par le ministre des Droits humains. Tout cela atteste des atrocités que le monde est en train de regarder sans rien dire et qui se passent au Congo. Tous décrivent les violations les plus graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, qu'avait ce terme, droit international humanitaire, a été aussi inventé par Raphaël Lemkin. Des sources indépendantes et crédibles démontrent des actes commis dans l'intention de détruire seulement, en tout et en partie, des groupes ethniques congolais. Et les communautés congolaises sont diverses. Elles sont nombreuses. Il y en a qui vont dire, mais non, on n'a pas tué qu'une tribu. C'est vrai, nous avons beaucoup de tribus, mais Génon, ça représente une famille, ça représente un clan, ça représente toute une race. Ça représente les diverses communautés que nous avons au Congo. Donc nous avons un génocide qui est en train de se commettre sur nos territoires. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on regarde l'histoire, ça a commencé il y a des siècles. Il y a un juif qui a écrit un livre qui s'appelle Adam Rothschild. Il a écrit en français « Les fantômes du roi Léopold », King's Leopold Ghost. C'était au 19e siècle. C'était un vrai génocide. Personne ne veut en parler. Personne ne veut reconnaître que c'était un génocide commis au Congo. Mais je vais laisser l'histoire au professeur Naïwel qui est ici. Il va vous parler de différents massacres qui ont été commis au Congo.
Mais tous ces extrêmes violences ne méritent qu'une seule qualification: crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc la RDC veut une chose: la reconnaissance de ce génocide perpétré au Congo, la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Évidemment, nous devons honorer la mémoire de nos victimes. Nous voulons aussi les réparations. Il faut qu'on les ait, ces réparations. C'est un travail de longue haleine et FONAREV, SIAVAR, le ministère des Droits humains, ils vont s'y mettre. Il faut de la patience, mais avec la persévérance et la persistance, ils vont y arriver. Je vous remercie pour ça. Mais, merci, vous pouvez applaudir. Je ne vais pas dire non. Merci beaucoup. Alors, nous allons ouvrir la conférence. Tout d'abord, comme on dit en anglais, housekeeping issues. Je voudrais juste rappeler, s'il y a des gens ici qui parlent anglais, those who speak English, only speak English, can get the interpretation devices. Please identify yourself so somebody can give you the device. Et puis, le programme se trouve dans les sacs qui ont été mis sur les chaises. The program of the conference is in the little bag on your seat, so you can get it. Yeah. So those who speak English and didn't get the interpretation devices, protocol, please identify yourself so protocol can give you the devices. Sur ce, je voudrais donner la parole à l'ambassadeur Mukongo Zenongai, notre ambassadeur plénipotentiaire ici à New York, pour son mot d'ouverture. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles en temps de conflit, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cet événement organisé par la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies à New York, en collaboration avec deux institutions gouvernementales importantes, à savoir le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, ainsi que la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, SIAVAR. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo subit une guerre atroce. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont notre pays est victime a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leurs brigades avancées en RDC, la tristement célèbre AFC M23. L'ampleur de la souffrance humaine, des millions de morts, d'innombrables communautés détruites et des survivants marqués par des blessures invisibles
exige non pas le silence, mais la reconnaissance. Pourtant, la tragédie congolaise a trop souvent été accueillie par l'indifférence, le déni ou la banalisation. Ce n'est pas seulement une crise congolaise, c'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour les minerais stratégiques et les ingérences étrangères, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. La communauté internationale ne saurait demeurer spectatrice devant l'enracinement de l'impunité. C'est l'objet du plaidoyer qui nous réunit en cette circonstance, et je ne saurais terminer mon propos sans saluer l'engagement ferme du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de la République qui, grâce au concours et à la détermination de la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero, ont su doter la République des structures comme Fonarev et Siavar, non seulement pour lutter contre les violences sexuelles, mais également pour réduire l'écart en matière de réparation en tant que pilier central de l'aide aux victimes et surtout de porter le plaidoyer de la reconnaissance des génocides oubliés commis en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ne pas oublier, ne jamais répéter, commencez à guérir, plus jamais seul. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous allons maintenant visionner la vidéo qui est la dernière prière de Nyota. Gabriel, le dîner est servi. Alors, comment était l'école aujourd'hui? Bien. On nous a dit d'écrire ce qu'on voudrait faire quand on va grandir. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de devenir quand tu seras grande? Les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma après les combats où les FARDC se sont héroïquement battus, sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville entouré de forces spéciales sans aucune gêne, un des leaders de l'Olympe. Ew. Can anyone hear me? Mom said that maybe if we scream loud enough, they'll hear us. They came into our homes. They took everything. Our lives, our wealth. They destroyed so many things. But how much more will it take for them to stop? I feel pain. Pain everywhere.
us? Why do they look at us as if we don't exist? Mommy's screaming. Why is no one coming to help us? I wanted to study, to heal people, like the ones you see on TV. Dr. Nyota, doesn't that sound good? It's too late, I know it. Can you solve the pain? Nothing seems to stop it. They did not. And continued. My life. At what price? Ask one last prayer. To never forget. To never repeat. And to start healing. En regardant ces images, il y a des gens qui penseraient que c'était un film tourné sur une scène quelconque. Mais c'est la réalité du Congo, malheureusement, pendant des années et des années et des décennies. Le génocide, les crimes qui sont perpétrés pour des raisons économiques doivent être reconnus dans le monde pour que nous ne puissions pas oublier et que ça ne se répète pas. Et évidemment, il faut en parler pour commencer à guérir. Parce que quand on garde quelque chose en soi, on ne peut pas guérir. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'inviter le président de la République à prendre la parole. S'il vous plaît, levez-vous pour la film. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.